Donc je vais vous parler un tout petit peu de la problématique de Drosophila suzuki et des approches pour la contrôler en Suisse. Nous sommes il y a toute une équipe qui travaille sur Drosophila suzuki. Aucune ne travaille que sur Drosophila suzuki, mais il y a pas mal de monde. C'est pour ça que je me suis permis simplement de mettre le team Suzuki. Les sujets d'études principaux que nous suivons en permanence, c'est la coordination des suivis annuels dans chaque culture, au niveau des régions, donc vol et infestation, avec un cas particulier de la vigne cette année, puisque suite aux fortes infestations, et surtout à la forte peur qui a été induite en 2014, les vignerons ont demandé pas mal de recherches. Comparaison des différents types de pièges, un peu comme l'a montré Claire, comparaison des attractifs commerciaux, l'effet des applications de chaux et de kaolin, l'interaction entre la drosophile Suzuki et les drosophiles indigènes, la prospection également sur des parasitoïdes indigènes, une petite étude sur les phénotypes estivaux et hivernaux, ainsi que la phénologie en rapport avec cette étude de l'appareil reproducteur des femelles. Alors la situation générale, Drosophila suzuki est apparue en Suisse en 2011. Et directement en 2011, très peu de temps après qu'on l'ait détecté, les premiers dégâts avaient lieu dans les baies et dans les prunes. Mais à partir de 2012 et 2015, là, les régions ont elles-mêmes fait des contrôles. Et là, bon, vous avez une échelle logarithmique étant donné le taux de capture. On voit qu'en 2014, il y a eu vraiment des très grosses populations à partir de l'été. Et ça nous a fait très peur en 2015 de voir qu'au mois de janvier, on avait déjà des captures énormes. Ensuite, la situation s'est améliorée et les captures ont baissé. On a bien sûr quelques parcelles de référence. Là, c'est deux exemples qui montrent également qu'en 2014, les populations étaient absolument énormes, que ce soit en vigne ou en arboriculture dans des cerisiers et des prunes. Là, un petit graphique qui montre que généralement, lorsque la température estivale est très élevée, c'est pas là qu'on a les plus fortes populations. Bon, les choses sont assez connues. C'est un insecte qui n'apprécie pas spécialement les climats très chauds. Et on sait aussi qu'il apprécie fortement les milieux plutôt humides. Là, vous avez dans une même entreprise, le producteur a contrôlé les populations au moyen de différents piégeages. Dans deux zones, il y avait un cours d'eau à proximité avec des haies. Et dans deux autres zones, les zones C et D, il n'y avait pas d'eau à proximité, par conséquent, l'hygrométrie était relativement faible. Et on s'aperçoit qu'en 2015, la zone A et la zone B, où il y avait donc une forte humidité, il y a visiblement eu un apport de drosophiles, bien que ce n'était pas une année spécialement favorable à l'insecte. Eh bien, visiblement, la population s'est déplacée vers ces zones-là, ce qui peut être utilisable au niveau de la gestion. Le cas de la viticulture, donc comme en France en 2014, une forte pourriture acétique qui a engendré une véritable psychose. Hein. Tous les journaux en parlaient. C'est à noter d'ailleurs que les producteurs de petits fruits avaient affaire à Suzuki depuis 2011 avec des problèmes. Et personne n'en a jamais parlé, mais sitôt que ça a touché la vigne, là, ça devenait un crime de lèse-majesté. Je ne devrais peut-être pas dire ça ici. Donc en 2014, la météo était humide et chaude en fin de saison.
ça a provoqué des micro-fissures dans les baies, des énormes populations de drosophiles, mais de toutes les espèces dans les vignes, et des pertes par pourriture acétique de moyenne 10 à 15%, mais allant de 0 à 80% selon les cépages et les situations. L'impact financier principal, c'était le tri additionnel lors de la vendange. Il faut aussi souligner que des situations sanitaires semblables ont déjà été rencontrées avant l'apparition de Drosophila suzuki, mais bien évidemment, à partir du moment où Drosophila suzuki était présente, les questions se posaient de savoir si elle était vraiment responsable. Alors juste quelques données. En prélevant, en échantillonnant des grappes qui avaient un aspect sain, on s'aperçoit que parmi les drosophiles qui sortent, 95% sont effectivement des Drosophila suzuki et 5% des autres espèces, mais en nombre absolu, l'infestation reste extrêmement faible. Par contre, les grappes qui avaient un aspect endommagé, c'était exactement l'inverse. Il n'y avait que 5% d'émergence d'adultes de Drosophila suzuki et 95% des autres espèces, et en nombre absolu, là, une très forte infestation, un très grand nombre d'insectes. Ce qu'on conseille maintenant aux viticulteurs ou aux conseillers techniques, c'est pour les contrôles des vignes, c'est de regarder la présence d'œufs dans les baies qui semblent saines, chose qui est relativement facile sur le raisin, sur les baies de raisin avec une loupe de faible grossissement. La méthode, c'est 50 baies par parcelle par semaine sur les cépages sensibles notamment. Et là, on s'aperçoit qu'il y a eu en 2015 un relativement faible pourcentage de baies qui présentaient des œufs. Vous avez en bas en fait les cantons, si vous voulez, les régions, et on s'aperçoit qu'il y a certaines régions où il y a eu un peu plus, notamment au grison, et ça c'est au grison GR. Là, c'est dû aux variétés utilisées qui ont la peau, la pellicule assez fine. Là, vous avez un petit graphique qui montre les sensibilités au champ, c'est-à-dire le pourcentage de baies avec œufs, soit la moyenne des parcelles infestées en bleu, soit la moyenne sur toutes les parcelles. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des variétés qui semblent nettement plus attaquées que d'autres. En regardant la résistance de la peau des raisins, on s'aperçoit aussi que lorsque la peau est fine, Drosophila suzuki a plus tendance à pondre dans ces variétés-là. Et puis si on essaye de faire une corrélation, elle n'est pas excellente, mais enfin elle donne quand même quelque chose. Donc effectivement, plus le grain de raisin, si on veut, plus la peau du raisin est tendre, plus il risque d'y avoir d'attaque. En laboratoire, on peut aussi faire des tests. Là, alors, sans choix. Donc là, elle est obligée soit de pondre, soit de ne pas pondre dans le raisin qu'on lui offre. On s'aperçoit que c'est toujours les mêmes variétés, Marat, Merlot, qui sont attaquées. La moyenne est quand même de 0,1 émergence par œuf pondu. Ce qui veut vraiment dire que le raisin est intrinsèquement peu favorable au développement larvaire de Suzuki. Dans la comparaison des types de pièges, là c'est valable alors pour toutes les cultures. 3 pièges ont été là contrôlés sur une assez longue période. Profatec, bien évidemment, il n'est pas mis horizontalement. Le Riga, donc le Gasser avec capuchon, le Gasser sans capuchon. Et on s'aperçoit un peu, c'est ce qu'a montré Claire, qu'en fait, pour un même attractif, là c'est un même attractif hein, à l'intérieur qui est l'attractif Riga, donc Gasser. Les pièges un peu plus grands semblent diffuser plus facilement l'attractivité et attirer plus de mouches.
Bon, là, on voit pas grand-chose, mais enfin, là, c'était comparaison d'attractifs. Donc, le Riga, le Gasser standard, le Gasser, le Riga avec du cyclocitral, qui est un composant de la feuille qui est attractif sur Drosophila suzuki en laboratoire. Ça a été montré en Allemagne, avec avec deux concentrations, 2 doses de ce cyclocitral, et puis un attractif bio-Iberica et l'attractif bio-Best. On voit en tout cas que le Riga standard reste le meilleur. Là, les pièges ont été changés chaque semaine. Juste là, un même essai avec les mêmes substances en laboratoire. Et là, on s'aperçoit qu'au bout d'une dizaine de jours, le Riga avec le bêta-cyclocitral est un peu meilleur que le standard, du moins à une des concentrations. Oui. Efficacité chaud et kaolin sur cerise. Là, on voit que effectivement, le kaolin est un peu moins bon que l'insecticide, mais il n'y a pas de différence significative. Par contre, la chaux est moins bonne que le kaolin, mais elle est quand même différente du témoin. L'efficacité de nouveau du kaolin sur des cerises, alors des cerises qui ont différentes précocités. Et là, on s'aperçoit aussi que le kaolin a une certaine efficacité par rapport si on compare l'infestation des fruits par rapport aux témoins. Par contre, sur les variétés tardives, on voit qu'ils n'arrivent pas à tenir. Sur myrtille, en semi-field, donc dans des grandes cages où il y avait des plantes de myrtille mises entièrement, avec des lâchers réguliers de Suzuki, c'est-à-dire 5 femelles par semaine. Là, témoins non traités, c'était les procédés, témoins non traités, plus de la chaux, avec du cuprum, c'est-à-dire une solution de cuivre et molybdène colloïdaux, à 1000 litres d'eau à l'hectare. Et on s'aperçoit effectivement qu'il y a une relativement bonne efficacité par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Mais donc là, il y a un traitement chaque semaine. C'est absolument indispensable avec la chaux de traiter toutes les semaines. Alors là, on ne voit rien. Désolé. Bon, là, c'est juste pour dire qu'il y a eu des essais faits en laboratoire d'interaction entre Drosophila suzuki et Drosophila indigène. En fait, on laisse pondre sur des fruits des Drosophila suzuki, on laisse évoluer un certain nombre de jours, et puis ensuite on ajoute des Drosophiles indigènes. Là, il y a 2 espèces, Melanogaster et Subobscura. On les laisse pondre durant 24 heures et on regarde après ce qui émerge des fruits, et on s'aperçoit que le contact de Drosophila suzuki avec des fruits sains durant 24 heures permet ensuite l'infestation par les drosophiles indigènes. Par contre, la présence de larves de Drosophile Melanogaster n'a pas d'effet sur Suzuki, donc là il n'y a pas d'interférence nuisible pour Suzuki. Ce n'est pas le cas avec Subobscura, et là on peut se demander est-ce qu'il y a de la compétition ou même de la prédation. Prospection de parasitoïdes indigènes, c'est aussi avec ce qu'on appelle des pièges sentinelles. Alors là, il y a eu 7 espèces d'hyménoptères de 4 familles, mais on a été obligé, pour des raisons de sécurité, alors voilà, pour des raisons, je dirais, pour des raisons politiques, on a dû utiliser, pour faire cette prospection, Drosophila melanogaster. Bien qu'il y ait des milliards de Drosophila suzuki, on n'avait pas le droit d'en mettre quelques-unes dans des pièges. Donc ensuite, ce qui sort de ces Drosophila melanogaster est ensuite testé en laboratoire sur Suzuki. Et on s'aperçoit que les espèces les plus efficaces sont effectivement celles qui attaquent les pupes.
Et l'espèce Leptoplina boulardi provoque quand même une mortalité chez Suzuki. Il y a des phénotypes, on a vu comme en Amérique, des phénotypes avec des insectes plus petits et plus clairs en été. Et puis, voilà, ces phénotypes, le phénotype estival apparaît dès avril, ce qui pose la question de savoir, parce que ça veut dire qu'il y a déjà eu une génération, et la question se pose de savoir, en début d'année, sur quel fruit se reproduit Drosophila suzuki. Donc on va rechercher ça. La maturité de l'appareil reproducteur femelle, là aussi, on s'aperçoit que de décembre à mars, 80% des femelles n'ont pas d'ovaires visibles. Et en avril, tous les stades de développement sont représentés. Les perspectives, c'est la poursuite des essais avec le kaolin, donc des produits qui pourraient être efficaces, mais qui ne posent pas trop de problèmes environnementaux. La poursuite des tests des nouveaux pièges et des attractifs. Des stratégies intégrant les diverses méthodes, parce que c'est la seule solution à terme pour Suzuki. Les études génétiques des parasitoïdes, voir lesquels seraient les plus intéressants à reproduire. La recherche des biotopes d'hivernage, c'est toujours une question de savoir exactement comment Suzuki passe l'hiver. Et pour ça, la capture d'imago à diverses périodes de l'année et faire des tests de reproduction, ainsi que des études in vitro, des interactions peut-être larvaires entre Drosophila suzuki et les indigènes, pour savoir s'il y a des interactions éventuellement de prédation. Merci beaucoup.